Ce qui s'est passé à Stonewall était totalement inédit. 50 years later, people think of Stonewall 50 ans après, on considère Stonewall comme le début du militantisme homosexuel, voire carrément comme la naissance de la communauté gay telle qu'on la connaît aujourd'hui. J'étais à Sheridan Square quand soudain, j'ai vu toute cette agitation. Et dans la foulée, des gens se sont mis à jeter de l'essence à briquet sur la façade du Stonewall. Dans mon esprit, c'est à ça que devait ressembler la Révolution française. Pourquoi ça a dégénéré dans ce bar, ce soir-là? En partie parce qu'il était fréquenté par des noirs, des drag queens et des transsexuels qui ne voulaient plus se laisser marcher sur les pieds. On avait la certitude que rien ne serait plus jamais comme avant. Once upon a time, there was a little girl, any little girl. She was raised by a mother and father who loved her very much. And because they loved her very much, they tried to teach her what was right. Toute petite, déjà, j'étais différente. Je ne pouvais pas mettre de mots dessus, mais je sentais que je n'étais pas comme les autres. J'étais un garçon manqué, et cette absence de conformité contrariait beaucoup ma mère. Quand j'avais 4 ans et demi, mes parents ont décidé de m'envoyer en colonie de vacances. On était hauts comme 3 pommes, on ne savait même pas faire nos lacets. Nos monitrices étaient des femmes du Sud, très masculines, en t-shirt blanc un peu à la James Dean. Elles avaient aussi une coupe de cheveux typique. Ça faisait une pointe à l'arrière et c'était court sur les côtés. Quand je les voyais, je me disais « Mais je suis comme elles !» C'est drôle de revoir ces photos. J'ai grandi dans les années 50 dans le Midwest, une région très arriérée. En plus, j'habitais Grand Rapids, dans le Michigan, qui était 2 fois plus arriéré que le reste du Midwest. Là-bas, le mot gay voulait seulement dire joyeux. Au lycée, je croyais être le seul homo sur Terre. Enfin, je ne pensais pas qu'il existait d'autres personnes comme moi. Je ne savais pas que j'étais gay, je ne connaissais même pas le mot. Personne ne le disait. C'était très dangereux de faire son coming out. On ne pouvait pas en parler à ses parents. J'entendais beaucoup d'histoires de gens qui envoyaient leur enfant en hôpital psychiatrique. A flood tide of filth is threatening to pervert an entire generation of our American children. Do you want your son enticed into the world of homosexuals? Or your daughter lured into lesbianism? Do you want them to lose all chance of a normal, happy, married life? À l'université du Michigan, j'avais rencontré un type qui m'avait écrit une lettre d'amour. Il l'avait envoyée chez moi, et évidemment ma mère l'avait lue. Comme c'était une maniaque du ménage, elle l'avait trouvée derrière le tiroir de ma commode. Ça a été un moment très pénible, parce que mes parents ne savaient pas quoi faire de cette information. Ils ont fini par me demander si je voulais aller voir un psychiatre, et j'ai dit oui. Donc, ils m'ont pris rendez-vous avec le psy de l'université. Je suis allé le voir, je suis entré dans son cabinet, on s'est regardé et on a compris qu'on était tous les deux homo.
Il m'a demandé « Qu'est-ce que je dis à tes parents ?» Et j'ai répondu « Dites-leur que ça va aller. » J'ai grandi à Savannah, en Géorgie. Je fais partie de la génération du baby-boom. Je suis né en 1947. Je vivais dans un milieu totalement fermé, celui des Juifs du sud des États-Unis. Je dis toujours que j'appartenais à 4 minorités normalement incompatibles. Je venais du sud, j'étais juif, gay et pauvre. L'année de mes 15 ans a été la pire année de ma vie. J'étais en rébellion contre ma mère et je savais déjà que j'étais homo. Au lycée, certains élèves avaient entamé une campagne de diffamation contre moi. Je ne pouvais pas marcher dans les couloirs sans qu'ils me chuchotent des choses ou fassent des messes basses entre eux. Au milieu de l'été, j'ai fait une tentative de suicide. Et là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Après mon geste, on m'a conduit à l'hôpital et on m'a fait un lavage d'estomac. Je suis resté quelques jours en observation. Et quand je suis sorti, j'ai eu cette espèce de révélation. J'ai compris, premièrement, que je ne laisserai plus jamais personne me pousser au suicide, ni ma mère, ni les autres élèves du lycée, personne. Et deuxièmement, que je serai moi-même, quoi qu'il arrive. Ce n'est qu'une fois à l'université du Michigan que j'ai rencontré d'autres homos. Mais il fallait être très prudent, parce que la police des mœurs était partout pour essayer de nous débusquer et de nous arrêter pour homosexualité. Il fallait faire attention sur le campus, parce que quelqu'un pouvait vous aborder, vous emmener chez lui, même avoir des relations sexuelles avec vous, et puis vous dénoncer. On vivait constamment dans la peur. C'était très compliqué d'avoir une vie à peu près normale. Un jour, je suis allé me promener pour essayer de rencontrer quelqu'un, quand soudain un flic a surgi de derrière les arbres. Il m'a attrapé, m'a demandé ce que je faisais là, si j'allais à des fêtes gays. Il m'a dit que je ferais mieux de lui donner le nom de tous les homos que je connaissais. Je lui ai répondu que je ne lui donnerais aucun nom, et il m'a rétorqué « Crois-moi, tu vas le regretter ». Le lendemain matin, j'ai été convoqué chez le doyen qui m'a prié de ne pas me réinscrire en me disant « On n'a pas besoin de gens comme vous ici ». Oh God, deliver us, Americans, from evil. We must make our land, the land of the free, a safe home. À la fac, j'ai plutôt cherché à passer inaperçu qu'à faire mon coming out. La première semaine, j'ai entendu parler de 2 femmes qui s'étaient embrassées dans une résidence universitaire. Un étudiant de Columbia, qui logeait de l'autre côté de la rue, les avait espionnées à la jumelle. Il les a dénoncées et elles ont été renvoyées. Ça a été un énorme choc pour moi. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi grave. Donc je n'ai jamais dit que j'étais lesbienne. Je ne sortais jamais sans maquillage. Je me suis laissé pousser les cheveux. Je ne les ai pas coupés pendant 4 ans. Donc en dernière année, ils étaient très longs. J'essayais de paraître aussi féminine que possible. Cette histoire m'avait vraiment fait peur.
À l'époque, plusieurs personnes m'avaient dit que New York était une ville plus tolérante, qu'on pouvait y vivre son homosexualité. Donc j'ai décidé d'aller m'installer là-bas et de m'assumer tel que j'étais, à savoir un hors-la-loi, un malade mental, que sais-je encore. Mais au moins, j'étais moi-même. À l'inverse de beaucoup de gens, je m'affichais ouvertement en tant que gay. Je suis arrivé à New York en août 1966, pile un mois avant mon 19e anniversaire. Je n'avais pas un sou, pas de famille, pas de diplôme, vraiment que dalle. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'étais jeune, beau, avec des manières de gentleman du Sud et un accent à couper au couteau. Donc, on me trouvait charmant. Et j'ai tout de suite découvert la vie au sein de la communauté homosexuelle new-yorkaise. J'ai eu l'impression d'entrer dans un club privé. Greenwich Village était à la fois un quartier très homo et très violent. C'était l'endroit idéal pour casser du PD. Il y avait beaucoup d'agressions homophobes, vraiment beaucoup. Certains coins de Greenwich Village étaient d'ailleurs connus pour être très hostiles aux gays. Un de mes amis a été passé à tabac par des jeunes qui n'étaient pas de New York. Donc je l'ai accompagné au poste de police où on lui a ri au nez. Vous l'avez bien cherché. C'était ça l'ambiance avant Stonewall. Je suis entrée à l'université de New York en 1967. Très vite, j'ai rejoint un tout petit groupe baptisé la Ligue des étudiants homophiles de l'université de New York. Par le biais de mes parents et notamment de ma mère, je participais déjà à la lutte pour les droits civiques et au mouvement anti-guerre naissant. Mais la Ligue des étudiants homophiles m'a permis de m'impliquer en politique de façon plus personnelle. Quelque part, toute forme d'engagement politique est personnelle, et tout ce qui est personnel finit par devenir politique. Donc tout ça résonnait en moi, parce que je me suis toujours sentie lesbienne. La communauté homosexuelle a commencé à se structurer au début des années 50, avec la Mattachine Society en Californie et les Daughters of Bilitis, une association lesbienne. C'étaient les deux principaux groupes, mais il y en avait d'autres dans le pays. Ils ont fourni un accompagnement social aux gays victimes d'homophobie et ils ont posé les bases du mouvement politique homosexuel avant Stonewall et avant la naissance du Front pour la libération gay. Je n'ai pas participé au mouvement homophile. J'avais assisté à quelques réunions des Daughters of Bilitis, une association pro-lesbienne, mais je l'avais trouvée beaucoup trop conservatrice à mon goût. Elle était gérée de façon très rigide, avec une chef. Des psychiatres et des assistantes sociales étaient souvent invités pour confirmer qu'on était bien normal. Mais pour moi, qui était plus radicale, je trouvais ça trop timoré. Je ne me voyais pas intégrer la Mattachine Society. Ses membres étaient en costume-cravate. Ils étaient plus vieux que moi et ils ne voulaient qu'une seule chose, faire reconnaître l'homosexualité comme légitime. Mais je n'avais pas besoin de légitimation. Je savais qui j'étais et que j'étais légitime. Donc je n'avais pas besoin de la Mattachine Society.
J'ai appris qu'il y avait des lesbiennes à Greenwich Village, donc j'y suis allée. Au début, je suivais les suspects potentiels, comme je les appelais, les femmes susceptibles d'être lesbiennes. Je marchais discrètement derrière elles, en espérant qu'elles iraient dans un bar lesbien, où je pourrais me rendre, parce que j'étais trop timide pour aborder une femme dans la rue. On ne pouvait pas accoster quelqu'un en lui disant « Salut, est-ce que tu es lesbienne ?» Moi, oui. J'ai fini par découvrir l'existence de quelques bars lesbiens. Le Stone Pony, Cookies sur la 14e rue. Et tous ces bars appartenaient à la mafia, en l'occurrence à la famille Genovese. Ça s'expliquait par le fait qu'il était interdit de servir à boire à des homosexuels, parce qu'on était des criminels. Tous les bars qui servaient des homos devaient soudoyer les policiers du quartier pour qu'ils ferment les yeux. La plupart de ces bars appartenaient à la mafia, ou alors devaient lui verser des dessous de table parce qu'elle seule était suffisamment puissante pour les protéger. L'autre danger, c'était évidemment les descentes de police. Il fallait porter au moins 3 vêtements féminins. Je vérifiais dans la glace si je les avais bien avant de sortir. Parce que si la police débarquait, vous étiez mis à l'écart si vous ne portiez pas des vêtements de femme. Dans ce cas, une policière vous emmenait dans les toilettes et vous faisait vous déshabiller. Si on touchait un autre homme, on risquait la prison pour un sacré bout de temps. Des dizaines de milliers d'hommes ont été arrêtés à New York pour racolage homosexuel entre les années 20 et les années 60. Une fois, j'ai été pris dans une descente de police. C'était terrible. J'étais un gamin qui ne faisait rien de mal quand les flics ont débarqué pour nous arrêter. J'étais dans l'arrière-salle d'un bar avec un type que j'avais rencontré, lorsqu'un des serveurs est arrivé en nous disant « Les flics sont là !» Ça me remue encore d'en parler. Les flics sont là, dans le bar. Restez dans l'arrière-salle. Vous ne risquez rien. Mais il était clair qu'on risquait gros. Cette peur était toujours présente. Quand on s'amusait, quand on essayait de se faire des amis, quand on essayait de vivre normalement, il y avait toujours la peur que ça se sache et que ça détruise notre vie. On risquait de perdre son travail, sa famille, ses amis. C'était ça le climat de l'époque. Il y avait plusieurs bars gays. Les homos faisaient souvent la tournée de ces bars, mais ils aimaient bien finir la soirée au Stonewall. D'abord parce que l'alcool était moins dilué qu'ailleurs, et puis parce que la clientèle était généralement plus jeune et plus exubérante. Il y avait un petit hall d'entrée qu'on traversait sous l'œil du videur, et derrière le bar, il y avait une piste de danse. Le sol était en ciment brut avec souvent des flaques d'eau, parce que quand il pleuvait, la pluie s'infiltrait. Donc c'était vraiment un lieu froid et humide, une horreur. Je n'ai aucune espèce d'affection nostalgique pour cet endroit, mais l'avantage, c'était qu'on pouvait y danser. Et les habitués avaient inventé un style qui leur était propre. Il y avait une façon de danser typique du Stonewall, une façon de bouger et de claquer les doigts. Chaque fois que je voyais quelqu'un danser comme ça, je savais qu'il fréquentait le Stonewall. Un jour, j'ai croisé un type à l'Old Vic qui faisait ça, et je lui ai dit « Tu vas au Stonewall ?» Il a répondu « Oui, c'est mon QG. » Why did that bar explode that night?
Pourquoi ça a dégénéré dans ce bar, ce soir-là? Essentiellement parce qu'il était fréquenté par des jeunes de la rue, des noirs et des transsexuels qui étaient habitués à être harcelés par la police et à se défendre. Ils n'ont pas voulu se laisser faire. Ils n'avaient pas grand-chose à perdre. Beaucoup ne pouvaient pas cacher qui ils étaient. Donc ils ont riposté, avec beaucoup de courage. Il ne se passait pas un mois, surtout au beau jour, sans qu'une révolte n'éclate dans cette partie de la ville. On avait appris à reconnaître ce type d'agitation et on allait toujours voir ce qui se passait. J'étais le rédacteur en chef du Village Voice, un hebdomadaire assez semblable à Libération. Donc un journal de gauche qui couvrait l'actualité politique et culturelle de New York. Nos bureaux étaient juste au-dessus du Stonewall. Quand on a entendu ce remue-ménage, on a tous couru aux fenêtres et on a vu des gens qui manifestaient. Il existe plusieurs versions de ce qui s'est déroulé ce soir-là au Stonewall. La seule chose dont on soit sûr, c'est que la police a fait une descente un peu après 1 heure du matin et a contrôlé l'identité de tout le monde. Les clients n'avaient pas tous leurs papiers sur eux. Les policiers ont palpé sans ménagement certains transsexuels pour savoir de quel sexe ils étaient vraiment. Ensuite, les gens ont été mis dehors, mais au lieu de se disperser, ils se sont attroupés. Je rentrais chez moi, il devait être 1 heure du matin. Et là, j'ai vu qu'il se passait quelque chose au Stonewall. J'y allais de temps en temps parce qu'on pouvait y danser. Et ils rallumaient la lumière quand les flics arrivaient. C'était le signal pour qu'on s'arrête, mais au moins, on nous laissait danser. J'étais à Sheridan Square quand soudain j'ai vu toute cette agitation, cette bousculade. Les policiers ont arrêté une lesbienne et l'ont fait monter dans une voiture de police. Elle est ressortie par l'autre portière. Ils l'ont remise dans la voiture, elle est ressortie. Et c'est là que les drag queens ont commencé à s'en mêler. Et dans la foulée, des gens se sont mis à jeter de l'essence à briquet sur la façade du Stonewall. L'une des premières choses qu'ils ont faites, ça a été de lancer de la petite monnaie sur les flics et sur le Stonewall, pour symboliser les pots de vin que ces bars devaient donner aux policiers. Ils les provoquaient. Et pour la première fois, la police s'est sentie menacée. C'était elle qui avait peur de nous et non plus l'inverse. Les gens se sont rassemblés par centaines dans le square à cause de toute cette agitation. Donc, avec des amis, on est allé frapper aux portes en disant « Venez, ça y est, il y a un rassemblement gay, il faut que vous soyez là. » Dans le bar, les flics paniquaient. Ils ont appelé des renforts. Et quand ils sont arrivés, ça a viré à l'affrontement. Je suis allé à Sheridan Square. Quand je suis arrivé, la police avait allumé des phares anti-émeutes. La lumière était très vive et on voyait des éclats de verre partout. Des voitures avec les vitres brisées et des centaines de personnes dans la rue. Ça avait quelque chose de très théâtral.
Dans mon esprit, c'est à ça que devait ressembler la Révolution française. Il y avait de la fumée dans l'air, des drag queens en barésie déchirées, avec les jambes en sang. Certaines personnes essayaient d'entonner des slogans, mais sans vraiment trouver les mots. En tout cas, on avait la certitude que rien ne serait plus jamais comme avant. On s'était enfin élevé contre la répression dont on était victime depuis des années. C'est comme si on avait conquis un territoire autour de Sheridan Square. Les rues ne forment pas un quadrillage dans cette partie de New York. Greenwich Village est un ancien quartier avec des ruelles tortueuses et des petits pâtés de maisons. Les jeunes et les clients du Stonewall connaissaient mieux le coin que les renforts de police appelés sur place. Donc, quand ils nous coursaient, on faisait le tour et on se retrouvait derrière eux, à les ridiculiser. Et quand ils faisaient demi-tour, on repartait dans l'autre sens. C'était assez marrant. Les événements de Stonewall ont permis à beaucoup de s'affirmer. Toute la colère, toute la frustration et toute la douleur qu'on refoulait depuis des années à cause du carcan social ont subitement explosé. J'ai eu l'impression de me lâcher pour la première fois. Je suis retourné là-bas tous les jours pendant près d'une semaine. On était très nombreux à revenir dans le square. J'ai rencontré des gens, on s'est pris par la main, on a chanté des chansons rigolotes, on a formé un rang et on a repoussé les flics. Vous savez, tout le monde adore cette histoire des grandes folles bras dessous qui ont avancé en ligne en direction de la police en scandant « On est les tapettes du village et nos bouclettes ne sont pas sages ». Vous avez déjà vu ça dans des émeutes, vous? La presse ne savait pas quoi faire de Stonewall. Plusieurs journaux ont fait des articles sur le sujet, mais ils étaient assez condescendants, avec des titres comme « Les reines-mères perdent les pédales ». Le New York Times a qualifié Stonewall de repère d'homosexuels, ce qui sous-entendait que c'était un lieu malfamé. Donc ce journal, qui est très pro-gay aujourd'hui, ne l'était pas à l'époque. Il refusait d'accorder aux homosexuels la dignité qu'ils méritaient. Ce qui fait la spécificité de Stonewall, ce n'est pas ce qui s'est passé sur le coup, c'est ce qui s'est passé après. Ce moment a donné naissance à un mouvement. On s'est demandé ce qu'il fallait en faire. Et le Gay Liberation Front a émergé quasiment dans les nanosecondes qui ont suivi Stonewall. Le premier groupe à avoir vu le jour après Stonewall, ça a été le Gay Liberation Front. Il s'est inspiré du mouvement de libération des Noirs, des femmes et d'autres. Il existait désormais un front de libération homo. En plus du mot « libération », il y avait le mot « front », ce qui le situait à gauche. On était gauchistes. La plupart d'entre nous étaient socialistes. Quelques-uns étaient marxistes, voire maoïstes, mais avec un certain degré de libertarisme. On était des socialistes libertaires. La première personne qui réussit à résumer la politique du GLF a droit à une médaille. C'était une lutte pour la libération, pour l'émancipation, contre les discriminations. Stonewall a été une lueur dans la nuit. Et le GLF s'aménora, son chandelier.
On se retrouvait à Alternate View sur la 14e rue. C'était le centre névralgique où se décidaient les actions les plus radicales qui avaient lieu à New York. Ce qui m'a le plus marqué concernant cet endroit, en dehors du fait que c'était incroyablement inconfortable, c'est qu'il n'y avait pas de déchiqueteuse. À l'époque, tous les groupes en avaient une. À la place, on avait une cage avec une souris qu'on avait baptisée « Présidente Mouse ». Et on lui donnait tous les documents à détruire pour qu'elle en fasse des confettis. C'était notre déchiqueteuse à nous. Ce qui m'a notamment attiré vers le Gay Liberation Front, c'était son fonctionnement chaotique et bancal. Ça m'a plu parce que ça m'a rappelé ce qui se passait chez moi. Donc je me suis dit, ces gens-là, je les connais. C'est comme ma famille. J'avais l'habitude. On s'asseyait en rond et on parlait de ce qu'on voulait. Je me souviens qu'une fois, une femme a dit qu'elle aimerait se marier un jour. Et tout le monde a rigolé parce qu'on a trouvé ça totalement farfelu. Vu qu'on ne pouvait même pas s'embrasser ni se tenir la main en public, il était impossible de s'afficher ouvertement avec une compagne. Donc on s'est tous dit, on va la laisser délirer dans son coin. Le GLF nous a fait prendre conscience qu'en matière politique, tout commence souvent par l'imagination. Il a d'abord fallu imaginer notre libération avant de l'obtenir. On était divisés en cellules de travail, à l'image de ce qui se faisait au Parti communiste américain. Il y avait le Red Butterfly, qui était une cellule marxiste, il y avait la cellule Come Out, qui rédigeait le journal. Quand j'ai vu leur journal, ça m'a vraiment bluffé. Je me suis dit, waouh, un journal gay! Le titre disait « Sortez du placard, un forum pour la libération de la communauté gay ». Libération, communauté gay, c'était des thèmes qui me parlaient. Donc, j'ai immédiatement rejoint la cellule Come Out. Je faisais partie de la cellule Come Out et de la cellule Aquarius qui s'occupait des actions sociales. Parce qu'une partie de la politique du GLF consistait à se démarquer de ceux qui géraient nos espaces, à savoir la mafia, la ville et la police. Il nous semblait tout aussi important d'avoir des espaces de socialisation que des espaces politiques. Les soirées dansantes étaient super. Elles se faisaient dans une immense salle et il y avait 2 ou 3 petites pièces sur les côtés. Dès qu'on arrivait, on sentait qu'on n'était pas du tout dans une ambiance de bar très froide, avec des gens sur la défensive. Là, on venait vers vous pour vous parler. Quel bonheur! Les décisions étaient prises exclusivement à l'unanimité. On n'organisait pas de vote. Il n'y avait pas une majorité gagnante et une minorité perdante. Et on était très fiers de ça. On faisait déjà partie d'une minorité opprimée. Donc, on ne voulait pas qu'il y ait une minorité opprimée au sein du GLF. Quand il y avait un débat, tout le monde avait voix au chapitre. Nos réunions ont donné tout son sens au terme anarchie. Notre groupe était sans chef, mais il y avait toujours un homme et une femme debout devant les autres. Je ne sais pas très bien ce qu'ils faisaient là. Ils les attendaient peut-être pour danser. Quoi qu'il en soit, les sujets de discussion étaient très variés.
Est-ce qu'on soutient les Black Panthers? Comment on va discuter avec le groupe de libération portoricain? Ou encore, comment on se positionne par rapport au mouvement féministe? In the 60s, there was so much activism, so much rebellion. Dans les années 60, il y avait énormément d'activisme, de rébellion et de sources d'inspiration pour les gays qui se sentaient opprimés. Leurs modèles sont venus du reste de la société, de la contre-culture, de la révolte noire et du féminisme. Dans les années 60, ces trois forces, les hippies, les Black Panthers et les mouvements féministes, ont constitué des modèles vers lesquels ils ont pu se tourner. Quand j'ai dit à mes amis qui n'étaient pas politisés que je faisais partie du Gay Liberation Front, certains étaient horrifiés. Ils pensaient que j'avais atterri Dieu sait où, que j'allais côtoyer tous ces excités qui défilaient dans les rues, toutes ces grandes folles qui voulaient... Ah oui, une phrase que j'adorais, c'était « Tu as rejoint ce groupe de tapettes flamboyantes ?» À mesure que notre mouvement se structurait, beaucoup d'homos ont compris qu'il fallait faire bouger la communauté hétéro. Ce qui a fait dire à certains qu'il valait mieux écarter les drag queens parce qu'elles donnaient une mauvaise image de nous. Mais j'ai dit et écrit à plusieurs reprises qu'il fallait respecter tous nos camarades. Les drag queens se sont battues et ont contribué à notre liberté. On ne serait jamais descendu dans la rue sans elles. I have been beaten. I have had my nose broken. I have been thrown in jail. I have lost my job. I have lost my apartment for gay liberation. And you all treat me this way? What the fuck's wrong with you all? Think about that. All right, it's up to the gay people. What do you want to do? Les membres du groupe STAR, Street Transvestites Action Revolutionaries, étaient fiers de se revendiquer comme drag queen. En lui-même, le travestissement était un outrage à la pensée dominante et à l'Amérique conventionnelle. Pendant quelques mois après Stonewall, on a vu tous ces groupes travailler ensemble au sein du Gay Liberation Front. S'affronter aussi, mais en tout cas, accomplir un important travail d'élaboration politique. Ceci dit, les tensions étaient très vives entre ces groupes en raison de leur extrême politisation. La politique imprégnait tellement la vie quotidienne que c'était très difficile pour les hommes et les femmes, et pour les blancs et les noirs, de travailler ensemble. Résultat, en décembre 1969, la Gay Activist Alliance a fait scission pour fonder sa propre organisation. Ils étaient fatigués du chaos dû à toute cette diversité. Ils voulaient se concentrer sur une seule mission, se battre pour l'égalité des droits des homosexuels. J'ai été l'une des fondatrices du groupe des radicales lesbiennes, qui est aussi né du Gay Liberation Front. On s'est séparés un peu pour les mêmes raisons que la Gay Activist Alliance, mais on a gardé du GLF cette volonté de se battre contre toutes les discriminations. Si on se souvient de Stonewall, ce n'est pas pour le bar en lui-même. Il y a eu des descentes dans les bars avant Stonewall
et il y en a eu après. On se souvient de Stonewall comme d'un événement à commémorer, parce qu'on a décidé qu'on allait défiler tous les ans pour marquer l'anniversaire de ce qui s'était passé, afin que personne n'oublie. D'ailleurs, ce n'est pas plus mal que ce bar se soit appelé le Stonewall, le mur de pierre. Ça n'aurait pas été terrible s'il avait fallu défiler tous les ans pour l'auberge du Minou Rose. Ça aurait fait moins sérieux. Le premier défilé a été organisé pour symboliser la naissance de la vague de mobilisation gay après Stonewall. C'était pour signifier que Stonewall avait jeté les bases de quelque chose de nouveau. Pour le GLF et la GAA, c'était une façon de fêter ce qu'ils avaient accompli au cours de l'année ayant suivi Stonewall. On a fondé un comité pour s'occuper du défilé. On a organisé des ateliers sur l'émancipation gay. On a créé un autre comité chargé de nourrir les gens. En fin de compte, ça a donné un festival très sympa autour de la libération homosexuelle. Le comité chargé du défilé avait préparé des petits tracts très bien vus qui disaient « C'est un défilé pour fêter le premier anniversaire de Stonewall. On est un groupe sérieux. Inutile de vous fatiguer à nous chahuter, ça n'avancera à rien. » J'ai participé au premier défilé gay en 1970. J'ai remonté l'avenue jusqu'à Central Park. Devant chaque commissariat, il y avait des policiers à cheval qui nous barraient la route. Donc, dans le cortège, les gens se prenaient par le bras et continuaient à avancer. Et les policiers finissaient par s'écarter. Idem au commissariat suivant et au suivant. C'était très intéressant. J'étais survoltée, impatiente. Et aujourd'hui, je peux bien le reconnaître, j'étais également terrifiée. On n'avait pas la moindre idée de ce qui pouvait se passer. Mais une fois dans la rue, toutes ces peurs se sont envolées. En fait, ça a été l'un des moments les plus forts que j'ai jamais vécus. Finalement, peu importait que les gens nous soutiennent ou pas. L'important, c'était d'être là. Et à mesure qu'on s'éloignait de Greenwich Village en direction de Central Park, on était de plus en plus nombreux. Il a fallu énormément de courage à ceux qui ont participé à ce premier défilé pour afficher leur fierté d'être homosexuels. Seules quelques dizaines de personnes l'avaient fait avant Stonewall, devant l'Independence Hall de Philadelphie. Et pourtant, il y avait 6 ou 7 000 personnes à ce défilé new-yorkais, plus quelques milliers dans 2 ou 3 autres villes. C'était vraiment à vous couper le souffle. J'étais là avec tous mes frères et sœurs. Et on s'affichait ouvertement. J'étais avec ma famille du GLF. On sentait que ce qui se passait là, c'était du jamais vu. You think that you're happier now that you've realized exactly where your feelings lie? Indeed, I'm just sorry that it took so long. I'm sorry that I spent so many years in the closet. No, really, if straight people can do all this carrying on and holding hands and kiss in the park, why can't we do it? All right. They ain't no better than I am. I'm not talking about kissing and holding hands in the park. But I mean, like, talking about liberalization. No, I'm talking about some guy dropping his pants. All right. I mean, I've seen people fuck in the park, women and men. All right, but that doesn't mean we have to do it. It gives us a bad name. We should have the right to do it. If they can do it, we should be able to do it if we want. Anybody have any
Une fois à Central Park, tout le monde a fait la fête. L'ambiance était vraiment à la joie et à l'amusement après le défilé. On avait l'impression d'avoir libéré un espace au cœur de la ville. Les hippies avaient peut-être été les premiers à le faire, mais nous, on l'a fait alors qu'on était des hors-la-loi. Et c'était un sentiment fabuleux, très libérateur. Le grand tournant de Stonewall, ça a été de voir cette foule et de se dire « Waouh, on a du pouvoir. On n'a plus besoin d'avoir peur. » Même s'il s'est avéré que la peur est revenue de façon cyclique dans les années qui ont suivi. Oui. Après Stonewall, on a vécu une brève période de libération sexuelle comme on n'en avait jamais connu. Et puis, subitement, la mort nous a rattrapés. Notre acceptation s'est faite sous forme de cycle. Et la crise du sida en a été un parce qu'on nous a accusés d'en être responsables. On a été les boucs émissaires. Et ça a souvent servi de prétexte au retour de l'homophobie. Alors, vous voyez, c'est ça la vérité. C'est dangereux d'être gay. Le sida a eu un énorme impact sur le mouvement homo parce qu'il a amené une nouvelle vague de militantisme. C'était littéralement une question de vie ou de mort. Des associations très engagées, comme ACT UP, ont attiré beaucoup de monde. Mais le noyau dur associatif était composé des gens qui se savaient condamnés s'ils ne prenaient pas un traitement, s'ils ne faisaient pas évoluer et la prise en charge médicale et la façon dont le gouvernement et la société traitaient les homosexuels. La situation s'est améliorée dans les années 90. Et au début des années 2000, on a recommencé à mieux nous accepter. J'ai vraiment été ravi par ce qui s'est passé sous la présidence Obama. On a pu se marier, servir dans l'armée, tout semblait s'arranger. On est passé de 10 000 personnes en juin 1970 à 6 millions de personnes, rien qu'à New York, 50 ans plus tard. Pour nous, c'est vraiment la plus belle preuve de réussite en tant qu'organisateur de la première marche. Et aujourd'hui, il y a des célébrations dans de nombreux pays à travers le monde. C'est un formidable changement. Je ne pensais pas que je verrais ça de mon vivant. Mais en même temps, l'homosexualité reste illégale dans 70 pays. Des gays et des lesbiennes se font lapider. Il ne faut pas croire que la liberté dont on bénéficie en Europe, aux États-Unis et au Canada est la même partout dans le monde. Étant donné ce qui se passe actuellement au gouvernement, dans notre pays et dans le monde, je crois qu'il faut être plus vigilant que jamais. Car tous les progrès accomplis sont très fragiles. Tout peut changer. Tout peut changer en un clin d'œil. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on ne se laisse pas faire.
Malheureusement, ce combat est encore plus important aujourd'hui qu'il ne l'était avant novembre 2016. On a vu que l'administration Trump était une menace non seulement pour la communauté LGBT, mais pour toutes les minorités. Tout est remis en cause. Pour en revenir à l'intersectionnalité, je ne suis pas seulement lesbienne. Je suis une femme. Je suis une femme d'un certain âge. Je suis juive. Toutes ces composantes de mon identité, à l'heure actuelle, sont attaquées. Il faut défendre nos droits fondamentaux. Une fois qu'on les a obtenus, on ne peut pas nous les retirer comme ça. Même si certains sont très désireux de revenir en arrière, ils n'y arriveront pas. On va se battre.